J'ai envie de consacrer une série de vidéos aux moteurs les plus célèbres de l'automobile. Oui, le PureTech est célèbre et j'en parlerai un jour, mais pas aujourd'hui. Pour commencer, qui mieux qu'un absolu passionné de moteurs? Quelqu'un qui disait carrément que l'aérodynamique en compétition, c'était pour ceux qui ne savaient pas faire des moteurs. Oui, je sais que vous avez entendu une autre version de cette phrase dans une vidéo de Dieu Sylvain, mais non, c'est moi qui ai raison. Vous l'avez déjà compris, mais encore mieux que vous parlez simplement de moteur Ferrari. Ce que je ferai un jour, je vais aller plus loin en vous présentant aujourd'hui des voitures d'autres constructeurs qui ont utilisé des moteurs Ferrari. Bon vous connaissez mon habitude, le principe reste le même, on va commencer gentiment, et puis plus ça ira, et puis on ira vers du spécial. Les dernières devraient vous surprendre. Allez, abonnez-vous et accrochez vos ceintures. Commençons petit, je l'ai dit, avec la marque Dino, une sous-marque de Ferrari, littéralement. Le Commendatore ne jurant que par les gros V12, mais ayant dû développer un 6 cylindres pour courir, entre autres, en Formule 2, il nommera Dino ses modèles avec moins de cylindres. Alors, pourquoi Dino? Tout simplement en hommage à son fils Alfredo, qui a participé au lancement de l'étude du dit moteur et qui est décédé à 24 ans d'une myopathie. Alfredino, Dino. Le moteur sera aussi utilisé en Formule 1, carrément champion du monde en 61 avec entre autres Phil Hill, qui n'a rien à voir avec Graham ou Damon, et en sport proto sur la Dino 196S, qui servira de base à la berlinette routière Dino 206 GT, celle de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Bon, là on est quand même chez Ferrari, puisque ce n'est qu'avec la 308 et son V8 que la marque Dino disparaîtra pour intégrer la gamme normale. Mais ce même moteur a été utilisé dans des capots plus originaux. En l'occurrence, Ferrari, je l'ai dit, a développé ce V6 Dino avec la Formule 2 en ligne de mire. Sauf que pour l'homologuer en F2, il faut en produire 500 exemplaires dans des versions de route, quantité totalement impossible à l'époque pour le petit artisan sportif. Il va se tourner vers le géant turinois pour un échange win-win, à Fiat de profiter de l'aura de Ferrari et à Ferrari d'écouler un grand nombre de ses moteurs pour l'homologation. Est-ce là un partenariat précurseur du rachat de Ferrari par Fiat en 69? Je ne sais pas. On laisse Pininfarina se charger de dessiner la carrosserie, d'abord un cabriolet, un speeder 2+2 en 67, puis un coupé. Le moteur est à l'avant, la transmission à l'arrière, le style est élégant et influencera certainement le coupé 130 qui sortira quelques années plus tard, lui aussi équipé d'un V6 développé par le même ingénieur Lampredi, mais totalement fait maison. Alors que Fiat venait d'acheter Ferrari, comme quoi le pragmatisme n'était pas de rigueur de l'autre côté des Alpes. Il s'en écoulera près de 8000 exemplaires en 5 ans, pas mal pour un moteur qu'on cherchait à vendre à 500 exemplaires. Avant de continuer et de découvrir des modèles de plus en plus étonnants, n'oubliez pas de vous abonner, c'est aussi ce qui donne la force de continuer à faire des vidéos. À la fin des années 90, Ferrari, appartenant au groupe Fiat, a racheté Maserati en perpétuelle perte de vitesse. La première voiture au Trident à sortir sous cette nouvelle ère était la 3200 GT qui utilisait encore l'ancien V8 Maserati datant de 1939. Sa successrice en 2002, la 4200 GT, délaissait les feux arrière en boomerang et la mécanique quantique au profit de l'architecture transaxale typiquement Ferrari. À savoir le placement de la boîte de vitesse au niveau du train arrière alors que le moteur est à l'avant de la voiture. Le moteur aussi a traversé les rues de Modène puisque c'est le F136 légèrement dégonflé et retravaillé afin de nécessiter moins d'entretien qui équipera la nouvelle venue. Retenez ce nom, le F136, c'est le moulin de la 360 Modena. Puis arriva la Quattroporte, la cinquième du nom, souvent qualifiée de berline Ferrari tant elle rappelait les sensations de conduite d'une berlinette au cheval cabré. Le moteur, la boîte, le sélecteur de vitesse, les suspensions, tout faisait penser à une Ferrari, si ce n'est le logo et le nombre de portières. Et le moteur, vous l'aurez compris, le F136. Les Maserati Gran Turismo et Gran Cabrio qui en reprennent la plateforme vont évidemment réutiliser ce moteur incroyable, avec une évolution le faisant passer d'un carter sec à un carter humide, moins performant mais tellement plus simple d'entretien. Les Maserati suivantes profiteront du F154, lui aussi conçu par Ferrari. Sauf que le Gran Turismo, ce grand coupé élégant, a aussi donné ses entrailles à une sportive encore plus exceptionnelle, l'Alfa Romeo 8C Competizione. Le concept a été présenté à Francfort en 2003, l'accueil satisfaisant a permis de lancer une petite production de 500 modèles à partir de 2007, auxquels se sont additionnés par la suite 330 Speeder, à comparer avec les plus de 11 000 coupés cousins de chez Maserati.
Pour le plaisir, je vous montre la Zaccato TZ3 Corsa sur la base de la déjà exclusive 8C, même si c'est là un modèle unique, donc un peu à côté du sujet de notre vidéo. Mais je l'ai dit, les Maserati de la génération suivante utilisent un nouveau moteur Ferrari, le F154, un V8 né dans la 488, puis la California T, et qu'on retrouvera même dans la SF90. Les Alfa partageant la plateforme Maserati vont recevoir ce même moteur. Attendez, mais Alfa ne vend plus de V8 depuis longtemps. Qu'à cela ne tienne, la Giulia optera pour le 690T, qui est le F154 auquel on a coupé 2 cylindres. Oui, pardon, je résume de manière un peu grossière. Vous doutez qu'il y a eu pas mal d'adaptations, mais on repart bien du même bloc. Un V6 que l'on retrouve désormais légèrement modifié sous le nom de Nettuno à l'arrière de la Maserati MC20. Et avec quels autres véhicules la Giulia partage-t-elle sa plateforme? Oui, vous l'avez deviné, le gros SUV Stelvio, qui reçut donc un soufflant Ferrari dans sa version dite sportive Quadrifoglio. Je place une autre Maserati après les Alfa Romeo parce que je suis sûr que nombre d'entre vous l'avez oublié, la MC12. Est-ce une Maserati à moteur Ferrari? Pas tout à fait, disons plutôt une Ferrari, l'Enzo, le sommet du top du mieux du cheval cabré, mais en survêtement parce qu'il eût été mal vu d'engager la Enzo en compétition. Ce sera donc Maserati, à l'époque propriété de Ferrari, qui s'en chargera avec une version quasi GT-anesque de la supercar au cheval. Dit comme cela, vous pensez peut-être qu'il était fou d'améliorer la Enzo et donc de présenter sous un badge moins glorieux une voiture plus efficace? Non, ne vous inquiétez pas, le moteur est dégonflé, le freinage aussi d'ailleurs, et la boîte de vitesse est une maison. Ce qui pourrait peut-être s'expliquer par les réglementations strictes en compétition qui amènent plusieurs supercars à être dégradées car leur version routière dépasse ce qu'il est autorisé d'homologuer. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, pourtant seul le pare-brise est commun dans les pièces de carrosserie, puisque vous aurez compris que la mécanique reste très proche. Elle n'a pas été homologuée ni engagée au Mans, elle est vendue à des équipes privées pour s'engager en championnat GT qu'elle remportera 5 fois de suite avant la disparition de la compétition et où elle s'imposera aux 24 heures de Spa. 25 versions routières étaient nécessaires à l'homologation, ce qui fut fait en 2004 et refait en 2005 devant l'assistance de certains clients potentiels. Plus une douzaine de versions de course. Lancia, avant de déguiser maladroitement des 208, était une légende des rallyes. Dès les années 60, sa Fulvia Coupé remporte quelques grandes courses dont le Monte-Carlo et la marque, jusqu'alors plutôt luxueuse, s'intéresse un peu plus à ce sport, porteur d'image à l'époque. Le cahier des charges se dessine très vite, moteur central, empattement court, 2 sièges, aérodynamique poussée et qui s'adapte facilement à tout type de terrain. En 1970, le carrossier Berton cherche à piquer des clients à Pininfarina et des clients en Italie, il n'y en a pas énormément, donc il présente au Salon de Turin une sculpture sur roue, un moteur Fulvia, donc badgé Lancia, signé Marcello Gandini. L'idée plaît et une étude complète est lancée. Il se trouve que le géant Fiat a racheté la marque l'année précédente, ainsi que la Scuderia Ferrari. Pour autant, le partenariat n'est pas facile. Le commendatore est dur en négociation. Il veut bien vendre ses V6 Dino à condition de pouvoir utiliser des pilotes Lancia, dont Sandro Munari, et le directeur de l'équipe de course, Cesare Fiorio. La voiture est donc pensée pour gagner un rallye et s'imposera en effet au championnat du monde de 74 à 76 et remportera encore des courses alors qu'elle a dû laisser sa place à la Fiat 131 Abarth. Elle a aussi roulé en circuit, puis en rallycross, avec succès là encore. Berton présentera la Sibilo en 78, espérant continuer son partenariat, alors que la Monte Carlo a pris la place dans la gamme, dessinée, conçue et produite par le concurrent Pininfarina. Je passe rapidement sur 2 interprétations récentes du mythe, la britannique Phenomenon de 2005, qui est resté un concept de salon, mais qui a directement inspiré la création d'une marque, New Stratos, en Allemagne, 5 ans plus tard, afin de commercialisé en toute petite quantité une 360 Modena recarrossée par Pininfarina pour 650 000 €. Après accord contractuel plus ou moins difficile à négocier avec Lancia pour acheter le nom et surtout avec Ferrari pour utiliser toute sa base mécanique, on est donc bien dans le moteur Ferrari sous un autre capot, même si je ne suis pas sûr que ça a été réellement commercialisé. À vérifier si vous le savez dans les commentaires. Bien avant les Maserati quattroportées des années 2000, c'était Lancia qui installait un V8 Ferrari sous le capot d'une berline. La berline existait déjà, la Thema, lancée en 84, était la première grande routière présentée du projet Tipo Quattro que Fiat avait développé avec Saab et qui donnera les Chroma, les Saab 9000 et par la suite l'Alfa Romeo 164. Le gros des ventes se concentrait évidemment sur les 4 cylindres essence et turbo-diesel conçus par Lampredi, l'ingénieur historique de Ferrari, mais il y avait déjà un moteur original, le V6 PRV.
Celui-ci arriva en échange de l'utilisation par les marques françaises d'un diesel Fiat, mais je ne suis pas sûr que l'échange ait été équitable. En tout cas, la Thema V6 s'est vendue à un peu moins de 5000 exemplaires, pas énorme. Et en 86, la marque installait le V8 de la Ferrari mondiale et de la 308 sous le capot avant, tout en conservant le reste de l'architecture en faisant l'attraction la plus puissante du monde. Plus luxueuse en tout, avec des appuis-tête arrière qui ne sortaient que s'il y avait quelqu'un sur la banquette et qui se rétractaient quand on enclenchait la marche arrière, il s'en est tout de même vendu à peu près autant que des versions avec le V6 PRV, malgré la différence de tarif. J'ai parlé des Maserati qui avaient bénéficié d'une conception Ferrari, et des Alfa qui avaient repris des bases de Maserati, mais on peut aller plus loin et reprendre une base Ferrari pour vendre un modèle totalement nouveau. C'est ce que fait Touring. Alors, Touring est un carrossier italien de presque 100 ans d'existence et qui s'est fait connaître par une certaine maîtrise des procédés d'allègement des voitures de sport, à commencer par l'utilisation de châssis tubulaires en métal quand les artisans utilisaient encore des structures en bois, puis de l'aluminium plus facilement disponible en Italie durant la guerre, puis des matériaux composites pour les panneaux de carrosserie. Et les gens de mon âge ont vu ce fabuleux blason disparaître. Marque reprise en 2006 sous l'appellation Carrozzeria Touring Superleggera, du nom de ce fameux procédé tubulaire historique, pour proposer des personnalisations griffées sur base prestigieuse. La première sera la Maserati A8 GCS Berlinetta sur base de Gran Turismo, donc rebelote le F136. La deuxième sera un break sur base de Maserati Quattroporte, puis à part quelques exceptions, toute la gamme ne sera que des redesigns d'Alfa sur base Maserati, de Maserati à moteur Ferrari ou de Ferrari, parfois des nouveaux modèles, parfois d'anciens modèles de la gamme. La marque au cheval cabré proposant son propre service interne de personnalisation, il accepte mal que des carrossiers indépendants le fassent à sa place. Ces véhicules sont donc commercialisés sous la marque Touring Superleggera et je serais curieux de connaître les conditions du contrat de licence entre Maranello et Milan. On commence les bizarreries avec l'A1 GP qui n'a rien à voir avec une formule de promotion d'Alain Prost. Il s'agit d'un projet de Coupe du Monde du sport auto, espérant attirer les bagnoleux durant l'intersaison hivernale quand les autres championnats sont à l'arrêt. C'est-à-dire faire une compétition sur circuit où ce sont des pays qui s'affrontent, comme au JO, et pas des équipes ou des constructeurs comme en F1. Il y en a qui connaissent et qui me rétorqueront que les A1 GP n'étaient pas du tout motorisés par Ferrari, mais par un V8 Zetec. Et c'est vrai, de 2005 à 2008. Mais pour la saison 2008-2009, ce sont carrément des mini F1 que Ferrari va fournir en reprenant comme base le châssis de la F2004 qui avait assuré le 5e doublé constructeur-pilote consécutif au championnat de F1 pour l'Armée Rouge, équipé de cet incroyable F136. J'imagine qu'appeler Ferrari pour remplacer les Lola originales était une tentative de relancer l'intérêt pour la catégorie. Malheureusement, la série ne survivra pas à cette saison et la Coupe des Nations de l'automobile aura vécu. Remarquez au passage que la réalité était déjà loin du projet initial, puisque les équipes qui roulaient sous les couleurs d'un pays étaient le plus souvent engagées dans d'autres championnats monoplaces, et pas forcément du pays en question. Par exemple, les Français Dams faisaient courir aussi bien les voitures françaises que les sud-africaines et les mexicaines. Si je vous parle de voitures belges, vous me répondez rien parce que c'est pas du tout un live interactif, Gilet. Fondée dans les années 90 par Tony Gilet du côté de Namur, la compagnie est connue pour un modèle et un seul, la Vertigo. On pourrait penser que l'inspiration de départ était la Lotus 7, mais l'aménagement intérieur est autrement plus luxueux et l'extérieur fait penser à la Dunkervoort, que Gilet importe en Belgique d'ailleurs, peut-être plus qu'une inspiration. Ma génération l'a découverte dans une version spécialement aménagée pour Philippe Streff, pilote de F1, devenu tétraplégique après un accident en essai sur circuit. Et j'ai longtemps cru que c'était une voiture qui se pilotait depuis un manche, comme les jeux vidéo. Mais non, il n'y avait que ce modèle spécial qui n'était pas équipé d'un volant et de pédales comme une voiture normale. La première version utilisait un 4 cylindres Ford Cosworth qui cessera d'être approvisionné en 2000, conduisant le fabricant à se tourner vers une mécanique tant qu'à faire plus noble, le V6 Busso d'Alfa Romeo, qui laissera la place 10 ans plus tard à un V8 Maserati, celui-là même dont j'ai déjà dit qu'il était dérivé du moteur de la Ferrari 360, le fameux F136. Le petit artisan a par ailleurs collaboré avec Zagato pour plusieurs créations comme la Mostro, créée pour les 100 ans de Maserati en 2015, toujours équipée, vous vous en doutiez, du F136 Ferrari Maserati. Celle-là, je suis prêt à parier que vous ne la connaissiez pas, l'ASA 1000 GT, et son histoire encore moins.
Au départ, il s'agit d'une vraie Ferrari, enfin presque, enfin si, enfin non. En gros, chez Ferrari, historiquement, on vendait des voitures de route pour financer la compétition, sauf qu'on vendait déjà des voitures onéreuses, donc à l'unité, et que cela ne rapporte pas beaucoup. On se pose la question de faire du volume avec une toute petite voiture, une Ferrarina. Ce sont les ingénieurs Giotto Bizzarini et Carlo Chitti qui s'y collent. Pour présenter au plus vite un projet, ils prennent le V12 Colombo et le coupent en 3. Hop, on a un moteur 4 cylindres tout à lui. Ah, du coup, on en a 3. Je vous épargne de calculer la cylindrée et la puissance, on sort 90 chevaux de 805 cm3. Logique, on a simplement coupé un gros moteur. La carrosserie est confiée à Burton, comme quoi la Dino 308 n'est pas tout à fait la seule Ferrari qu'il a signée, et c'est bien le carrossier qui la présente sur son stand au salon de Turin 61, sans citer l'origine de sa conception. Finalement, le Commendator ne veut pas se risquer dans cette aventure, mais le prototype tape dans l'œil de Niccolò De Nora, fils d'un riche industriel de la chimie. Il décide son père de se lancer en créant la société ASA, Autocostruzioni Società per Azioni, littéralement une société par action de construction automobile, et signe des contrats avec Ferrari et Burton, le premier fournissant le châssis roulant, le second le carrossant, et la famille De Nora les vendra. Sauf que, je l'ai dit, le moteur n'est pas un 4 cylindres normal, et ils se sont pas amusés à en concevoir un entre-temps. On a donc un très onéreux V12 de supercar, coupé en 3, et ni Ferrari ni Burton n'acceptent de faire des tarifs compétitifs. Tant et si bien que l'Asa 1000 GT puis 1100 GT coûte beaucoup trop cher pour le marché malgré de belles performances en compétition. Il s'en fera une centaine en 5 ans avant que les Denero cessent l'activité, dont une dizaine de speeders, et il s'en est vendu une à 120 000 € chez Arcurial en 2019, si ça peut vous donner une idée de collection rarissime. Tout le monde adore les R5 Turbo et 205 Turbo 16 avec l'arrière gonflé pour montrer que le moteur a migré. Le carrossier suisse Barrault s'en inspire pour créer en 1984 une bombinette sur base de Ferrari 308. Là, ce n'est pas le moteur qui vient de Modène, c'est toute la voiture sauf la carrosserie et l'habitacle. C'est un show-car, mais depuis il a été immatriculé et a roulé. Peu, on s'en doute, suffisamment pour que je l'intègre comme une vraie voiture dans ce classement, la Sbarro Super 8. J'avais consacré une vidéo entière au travail de Ludovic Lazarette, artisan haut-savoyard un peu fou qui s'était fait connaître en glissant un énorme V8 dans une Mini. Il a ensuite fait des quadres ultra sportifs, puis des trucs à mi-chemin entre le quad et la moto, dont le Wazuma. Et il est allé au bout de son délire avec une version portée par un V8 F136, celui qu'on retrouvait depuis la 360 Modena dans plein de voitures que j'ai déjà listées. Il a ensuite utilisé le même moteur, mais cette fois siglé Maserati, parfois débadgé pour son tricycle 250F ou pour sa moto pendulaire LM 843. Et je termine avec une vraie surprise, et si vous ne la connaissiez pas, vous vous abonnez tout de suite, la Pontiac Firebird Pegasus. Je répète lentement, Pontiac Firebird Pegasus. Pontiac Firebird, une muscle car américaine avec un moteur Ferrari. Vous n'en avez jamais entendu parler, normal, ce n'était qu'une étude restée secrète, pas une voiture commercialisée. J'avais tout de même envie d'en parler parce qu'après tout, elle a roulé sur route ouverte. C'est le directeur du design de la General Motors, Bill Mitchell, qui rêvait de féerie mécanique latine quand les gros muscles américains lui paraissaient pâteaux et rustiques. Il a réussi à se procurer un V12 de 365 Daytona, l'a mis sur un châssis de Firebird, ce que trahit la forme générale de la carrosserie, puisque seul l'avant a vraiment bénéficié d'une réelle attention. Et en même temps, c'était le délire d'un seul homme sur les deniers de l'entreprise, c'est toujours plus facile, qui ne devait jamais être officiellement présenté, mais qui l'utilisait, semble-t-il, pour son plaisir et qui l'emmenait peut-être même au rassemblement et salon custom. Alors, dites-moi en commentaire lesquelles vous venez de découvrir, celles que vous connaissiez déjà, voire celles que vous avez peut-être eu la chance de voir en vrai, et n'oubliez pas de vous abonner.